Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent, un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent des boussoles, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Aujourd'hui, je reçois Adèle Bréau. Journaliste, romancière, Adèle Bréau est l'une de ces voix qui racontent avec précision nos vies contemporaines et plus particulièrement celles des femmes. Des femmes engagées, actives, aimantes, ambitieuses. Des femmes qui avancent, qui tiennent, qui réussissent parfois, mais qui doutent aussi. Dans ses romans, elle explore cette zone souvent invisible entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent réellement. Des existences qui fonctionnent, des trajectoires solides en apparence, et pourtant une fatigue intérieure, une tension, un déséquilibre que l'on tait, faute de mots ou de temps pour l'écouter. Son écriture s'intéresse à la charge émotionnelle, aux compromis silencieux, aux relations amoureuses et à leur ajustement permanent, au travail, à l'ambition, à la maternité. Elle ne cherche pas à juger ni à expliquer, elle observe, elle nomme, elle rend lisible ce que beaucoup vivent sans toujours réussir à formuler. Ce qui rend son regard si juste, cette absence de posture. Adèle ne donne jamais de leçons. Elle éclaire des zones de vérité, elle raconte ces moments où l'on continue par loyauté, par habitude, par peur parfois, jusqu'au jour où quelque chose en soi demande à être rééquilibré. Dans Cerveau Puissant, nous parlons de phrases qui transforment une vie, de prise de conscience et de moments de lucidité. Son travail s'inscrit évidemment profondément dans cet espace. Celui où l'on cesse de tenir uniquement pour tenir et où l'on commence à se choisir autrement. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'écriture comme lieu de vérité, de réussite et de ce qu'elle coûte parfois, de ce que les femmes portent toujours sans parfois ne pas le dire, et de ce moment précis où tenir ne suffit plus. Adèle, je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui dans Cerveau Puissant. C'est moi qui suis honorée. Alors Adèle, on commence toujours de la même manière chez Cerveau Puissant. Est-ce que tu as une phrase, un mot qu'on t'a transmis, qui te tient à cœur et qui façonne la personne que tu es aujourd'hui? Alors, on va d'ores et déjà commencer par ma grand-mère, parce que mes enfants disent que je parle tout le temps de ma grand-mère et effectivement, j'en parle tous les jours. Et quand j'ai réellement commencé dans la vie professionnelle en 2007, où je me suis vraiment trouvée, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Véronique Morali, qui lançait un site qui s'appelle Terra Femina et qui rêvait de rencontrer ma grand-mère Meunier Grégoire. Et on était allé la voir et je me souviens très bien que ma grand-mère lui a dit « Je vous préviens, ma petite fille, elle sait tout faire ». Et ça m'avait vachement étonnée, cette phrase. Et finalement, je me rends compte après coup qu'elle a résonné malgré tout et qu'elle m'a peut-être permis inconsciemment de m'autoriser à faire des choses dont je ne me sentais pas capable. Et c'est marrant parce que Véronique Morali, avec qui je ne travaille plus aujourd'hui, mais que j'ai parfois au téléphone, me répète tout le temps cette phrase et me dit « Tu te souviens, Adèle, que ta grand-mère, elle avait dit que tu savais tout faire ?» Alors, est-ce que tu peux nous dire qui était ta grand-mère? Alors, ma grand-mère, alors pour moi, Bien sûr. j'ai écrit un roman sur elle, c'était vraiment que ma grand-mère, parce que les gens me demandent souvent, est-ce qu'elle te parlait de sa vie professionnelle, de ce qu'elle a vécu, dont je parle donc dans le roman? Pas vraiment, c'était vraiment avant tout ma grand-mère, dans le sens où c'était une femme extrêmement inspirante, dynamique, énergique, féminine, et moi c'est ça que je voyais d'elle, et ce qu'elle m'a transmis de féminité notamment, et de possibilités de ce qu'on peut faire en tant que femme dans la société. Et au-delà de ça, ça a été une femme qui a eu un parcours très inspirant et assez incroyable, notamment pour son époque. C'est-à-dire qu'elle a été mère de famille et femme de haut fonctionnaire jusqu'à la cinquantaine. Elle a élevé ses 3 filles et elle écrivait un petit peu des articles sur des femmes dans des magazines. Et elle a eu ce moment à 45-50 qu'on peut connaître, notamment quand on a mis peut-être sa carrière entre parenthèses pour avoir des enfants, où on s'interroge sur son rôle, sur son avenir, d'autant plus à l'époque, à 45 ans, une femme dont les filles
partait en maternité et qui restaient à la maison avaient plus de perspectives folles à part attendre leurs petits-enfants. Et elle, finalement, a eu sa vie professionnelle qui a vraiment démarré à ce moment-là et qui a explosé dans le sens où elle a été un soir assise à un dîner à côté d'un homme qui reprenait les programmes de RTL, la radio, qui, pour la première fois, ouvrait l'antenne aux auditeurs. Et lui a dit comme ça, on va ouvrir aux auditeurs, donc forcément il y aura des auditrices, t'as qu'à venir et puis tu feras parler les femmes comme tu parles un peu aux femmes et des femmes. Et elle a dit mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il a dit je sais pas, on verra bien. Et pour la faire un peu courte, finalement ça a été un raz-de-marée à l'antenne d'RTL. Elle a eu sa propre émission qui a été un véritable phénomène de société. Et donc son nom, Meni Grégoire, qui n'est pas son nom de naissance, elle s'appelait Marie Laurentin, et Meni veut dire Marie en vendéen, elle était vendéenne. Donc Meni Grégoire est devenue une vedette du jour au lendemain. On disait vedette à l'époque, une vedette de RTL dont le visage était connu de tous, moins que la voix, mais qui était écoutée au pic de l'émission par 3 millions d'auditeurs et d'auditrices. On parle beaucoup des auditrices, mais il y avait quand même 20% d'auditeurs. Les hommes étaient Curieux. déjà très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la tête de leurs femmes. Et c'est très bien, parce que je pense que l'émission a permis à la société d'évoluer, bien sûr du côté des femmes de manière considérable, mais aussi du côté des hommes. Et donc, elle a fait ça pendant quasiment 15 ans. C'est une histoire passionnante. Tu racontes tout dans L'heure des femmes que j'ai lu. Et c'est vrai qu'il raconte justement toute cette trajectoire, qu'est-ce qu'a fait ta grand-mère et qui était extrêmement, tu l'as dit, révolutionnaire à l'époque pour la place des femmes, la prise de parole au féminin. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et donc d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui tu essayes d'honorer, et donc évidemment avec ce livre, la mémoire de ta grand-mère, mais aussi ce pouvoir de transmission dans ta carrière aujourd'hui? C'est très paradoxal. J'allais dire, c'est comme dans les comédies romantiques quand il y a une fille qui habite sur le même palier qu'un mec et en tant que spectateur, on voit très bien qu'ils sont faits l'un pour l'autre et eux ne le voient pas du tout. Aujourd'hui, les gens me disent forcément t'as dû être très inspirée par ta grand-mère parce que comme elle t'écrit des romans beaucoup pour les femmes et sur des femmes, tu as travaillé ou tu travailles dans des magazines féminins. Je fais pas de radio, mais voilà, il y a quand même une similarité de parcours, ou en tout cas de manière de faire. Et ça a été totalement inconscient. Vraiment, je m'en suis rendu compte, même pas en écrivant le roman, c'est même après, et ça se passe souvent comme ça pour les romans, quand j'ai rencontré les lecteurs et les lectrices sur les salons, et que du coup j'ai décortiqué un peu ce roman, le processus d'écriture, et donc la vie de ma grand-mère, et ce que ça avait pu répercuter sur moi sous forme de ricochet. Et je pensais vraiment ne parler que, entre guillemets, des femmes qui avaient été touchées par l'émission et par ricochet, justement, les générations précédentes, suivantes, mais pas de moi. Et voilà, ça m'est apparu comme ça. Donc ça s'est fait vraiment de manière totalement inconsciente. Et elle, voilà, l'exemple qu'elle a pu me donner, c'était une forme d'inspiration, dans le sens où je voyais cette femme à la fois féminine, en couple, en famille, ayant des amis, faisant des fêtes et travaillant aussi. Et effectivement, moi, quand j'étais petite, je pensais que c'était des amis, les femmes qu'on croisait dans la rue et qui l'abordaient, ce qui me saoulait un peu. Mais je me disais, ok, qui a aussi beaucoup d'amis ES qui ont très envie de lui raconter leur vie. Ouais, c'est génial. Est-ce que dans tes romans, de manière générale, il y a des choses que tu ne dis que à travers tes romans, mais que tu le dis un peu là, à demi-mot? En fait, t'écris un roman et tu te rends compte que ça veut dire beaucoup plus que ce que toi, en vrai, tu conscientises. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne permets, que tu ne t'autorises que dans ton écriture? Alors, complètement. Parce que quand on est journaliste et romancier, vraiment, le fait d'être romancier, c'est un espace de liberté incroyable. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas écrire une biographie de ma grand-mère, parce que je ne suis pas biographe, et je pense que j'aurais pas été la bonne personne pour le faire, parce qu'on a forcément une part de subjectivité quand il s'agit de quelqu'un de sa famille. Mais en plus, j'avais besoin de cet espace de liberté totale
pour raconter les auditrices, notamment, et dans mes autres romans qui sont, à part pour l'un d'entre eux, vraiment totalement fictionnels, j'ai un peu l'impression de jouer à la poupée. En fait, je mets en place des personnages. J'essaye quand même toujours de trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire un sujet qui, moi, me touche forcément et m'inspire. Mais c'est aussi pour ça que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Je veux toujours, quand j'aborde des sujets, qu'il ait résonné chez toutes les femmes, quelles qu'elles soient, que ce soit des femmes de mon entourage et de mon âge, de pas du tout mon âge, ou qui habitent pas du tout dans une ville comme moi, ou qui ont des métiers totalement différents. Et une fois que j'ai identifié ces sujets, effectivement, le fait de les mettre dans la bouche ou de les faire vivre par des personnages, évidemment, ça laisse une plus grande part de liberté et on parle pas au jeu et donc on peut dire beaucoup plus de choses. Pourquoi, selon toi, il y a tant de femmes solides qui, justement, ont besoin de cette zone de parole dont toi, tu t'empares sur les réseaux, il y a tes romans, ta grand-mère, c'était à la radio. Et en fait, elles ont besoin de partager cette fatigue que personne ne voit. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire beaucoup plus. Moi, j'ai démarré sur les magazines féminins et notamment en ligne en 2007. Et c'est marrant parce que ma grand-mère a été la première à donner la parole aux femmes. Et donc, on parlait de libération de la parole à l'époque. Et on parle très souvent, notamment en termes de droits des femmes aussi, de droits tout court, de ces phénomènes où on pense qu'un droit est acquis et puis finalement, on revient en arrière. Et il y a plein de choses qui avancent comme ça et qui, en fait, reculent. Et je pense que pour la parole des femmes, ça a été pareil, parce que quand les réseaux sociaux sont apparus avec tous les défauts qu'ils ont, mais aussi les qualités incroyables et la liberté qui est offerte à tout le monde, on s'est dit, ça y est, les gens peuvent prendre la parole, et notamment les femmes. Et c'est vrai que quand ils sont apparus, Facebook et ensuite Insta, je trouve que ça a été une forme d'une libération de la parole des femmes et des mères, pour tout ce qui est de là. D'ailleurs, le terme a eu un nom à cette époque-là, c'est 2008-2009, tout ce qui est charge mentale et ensuite la charge émotionnelle. Et le fait que certaines pionnières en aient parlé a fait que les autres ont eu beaucoup moins de culpabilité déjà. Parce que c'est aussi ce que je cherche à faire dans mes romans, c'est de mettre en scène des personnages qui vivent et pensent des choses qu'on pense être les seuls à vivre et penser. Et de se dire, moi je veux que mes lecteurs et lectrices, quand ils font le livre, se disent « Ah, mais en fait ça va, je suis pas tout seul à penser ça » ou « Je suis pas tout seul à me dire que c'est pas extraordinaire d'être en couple tous les jours, d'avoir des enfants, ou même de faire carrière, ou d'avoir peur de ci, de ça. » Voilà, de se déculpabiliser à travers la prise de parole de personnages dans des romans, ou aussi beaucoup sur les réseaux, je trouve. Mm-hmm. Que coûte le fait pour toi d'être une femme lucide, c'est-à-dire une femme ancrée? Qu'est-ce que ça me coûte? J'allais dire peut-être une forme de perte de rêve, mais en fait non, je trouve que c'est pas incompatible. On peut être totalement lucide et rêver encore de trucs fous. On peut être, pour reparler de Véronique Morali, qui est vraiment une femme d'affaires, une femme qui a fait l'ENA, qui a été inspecteur des finances. J'ai toujours été très touchée, c'est qu'elle adore les comédies romantiques, mais vraiment les trucs les plus cucus. Et moi, c'est ce qui me touche énormément, justement, dans les parcours au féminin et de femmes quand on est plus jeune. Enfin, que moi, je regardais les femmes qui réussissent, on disait, qui sont hyper impressionnantes, où on se dit, oh là là, persévère et tout. De voir aussi qu'il y a d'autres facettes et qu'en famille, elles sont totalement différentes, comme dans Le Diable s'habille en Prada, qu'on voit Miranda chez elle avec ses enfants et tout. Voilà, je trouve ça hyper touchant, toutes ces facettes. Et je pense qu'on peut à la fois avoir une forme de lucidité et d'autorité à certains endroits, parce qu'il faut, et rester totalement cucu ou totalement enfant. Et j'espère, pour le coup, rester vraiment enfant toujours. Oui, en fait, on a tout à fait le droit d'avoir plusieurs facettes. Et c'est OK, et c'est probablement ça qui fait notre charme et notre singularité. Oui. Quelle serait la recommandation aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent, et c'est tant mieux, être indépendantes et en même temps être en couple, avoir des enfants. Quelle est la recommandation, selon toi, pour vraiment être une femme épanouie? J'ai pas de recommandation, hein. Je pense, c'est hyper bateau, mais je pense qu'il faut rien s'interdire.
Faut surtout, enfin, je sais que moi, vraiment, le déblocage, ça a été de me dire que rien n'est grave. Quand j'étais petite, j'étais vraiment très timide. Et en fait, la timidité, au-delà du fait que voilà, c'est quand même quelque chose avec lequel on naît et avec lequel il faut faire. Mais on se dit en fait que tout est dramatique, genre et si je deviens toute rouge, c'est hyper grave, et si je tombe devant tout le monde, c'est hyper grave et tout. Et je sais pas pourquoi, mais c'est quand j'ai été enceinte de mon premier fils, le fait d'être enceinte et donc d'avoir cette charge et cette responsabilité et en même temps de faire ce truc complètement fou, et ben j'ai eu un déclic qui m'a fait me dire que rien n'était vraiment important. Et je me souviens, ça a commencé vraiment pendant la grossesse, le fait d'avoir cette personne donc, qui était tout le temps avec moi, même en réunion, partout où j'aille. J'avais vraiment l'impression d'avoir tout le temps une petite personne qui était là pour me dire ouais, tranquille. Et depuis, voilà, je garde toujours ce truc. Les fois où je peux re-avoir une panique ou me dire ah là, mais est-ce que je vais y arriver et tout, je me dis au pire, il peut rien arriver de vraiment dramatique, quoi. Et puis oui, c'est facile de dire ça, ne pas avoir peur de se dire qu'on peut échouer. Ouais, pas prendre les choses trop au sérieux. Je pense que ça aide aussi à réussir. Alors, tu as évoqué les zones d'ombre. C'est vrai que nous, chez Cerveau Puissant, on aime bien évoquer aussi ce sujet, parce que là, on parle de succès, c'est vrai que tu es une romancière émérite et reconnue. Est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où ça a été plus dur et qu'est-ce qui t'a permis de rebondir? J'ai pas eu de moment où ça a été dur, entre guillemets, dans le sens où j'ai toujours suivi finalement un chemin qui n'était pas du tout prévu et qui a été fait de rencontres. Mais en revanche, au début, je savais pas du tout où j'allais. Et j'aurais pu très bien aller nulle part, dans le sens où c'est encore pire aujourd'hui avec Parcoursup. Je trouve qu'on demande à des gens de 15 ans de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, c'est atroce. À mon époque, c'était 17. Autant dire, mais j'en avais mais aucune idée. Bon, je vous rassure, personne ne savait à 17 ans. Non. Mais s'il y a quand même des gens qui disent je veux être médecin comme mon père, ou je veux faire une école de commerce, mais rien, je m'en foutais, mais totalement. Je voulais juste sortir, lire des livres, regarder Madame est servie et manger des frites. Et donc, j'ai fait une première année d'archi, parce que voilà, j'étais bonne en maths, et je dessinais bien, et j'ai eu mon année et en fait, heureusement à ce moment-là, parce que j'aurais pu aller jusqu'au bout, je me suis dit, bon, j'ai eu mon année, mais j'ai pas le talent pour devenir une grande architecte et surtout, du coup, m'épanouir dans ce métier. Donc, si c'est pour colorier des plans ou aller prendre des mesures, je le sens pas. Donc, j'ai quand même eu la conscience de me dire, bon, ce que j'aime vraiment malgré tout, c'est lire la presse, on va aller vers les lettres, mais toujours un peu en me disant, j'ai pas du tout envie d'être prof de français, mais sans savoir de tout ce que j'allais faire. Et puis finalement, le fait de faire confiance finalement à la vie et en les rencontres qu'on peut faire, et puis ensuite évidemment en se donnant à fond, j'ai fait un premier stage dans l'édition chez Lattès, qui est devenu mon éditeur plus tard de manière un peu par hasard. Ensuite dans l'édition scolaire, puis dans l'édition de revues de jeux, mots fléchés, mots croisés, sudoku. Et là, mon père était encore à se dire, mais qu'est-ce que c'est? Ensuite, j'ai travaillé dans l'intérim. Et puis, un jour, j'ai donc rencontré Véronique Morali et Alix Foriel qui lançaient Terra Femina. J'étais en CDI. Et là aussi, je pense que, je sais pas, je pense que l'instinct aussi joue beaucoup. Elle lançait ceci, je connaissais aucune des deux. C'était pour un CDD, pour faire écrire des psychotests. Donc voilà, comme ça fait pas. Et donc j'ai quitté ce CDI. Là, c'est ma mère qui était en PLS vraiment pour entrer dans cette aventure. Et puis finalement, ça a duré 8 ans. Et ensuite, je suis allée au L. Enfin voilà, les choses se sont faites comme ça. Donc il y avait eu de zones d'ombre, mais de grands doutes, oui. Mais je sais pas. J'avais toujours quelque chose au fond de moi qui, je sais que peut-être malgré tout, je me faisais confiance, et puis je faisais confiance en la vie, et je me disais que si on est courageux et qu'on fait bien les choses, ça se termine toujours pas trop mal. C'est drôle parce que j'ai l'impression que plein de gens ont envie d'écrire. Et se freinent justement en disant mais non, on va pas venir, c'est pas intéressant. Plein de gens ont des histoires familiales passionnantes. C'est aussi un peu thérapie d'écrire, enfin tout le monde le dit.
Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Parce que moi, j'ai souvent tendance à dire, mais si t'as envie d'écrire, écris, enfin vas-y, puis tu verras bien jusqu'où ça te mène. Est-ce que tu penses est-ce que tu recommandes l'écriture? Alors, complètement. En salon, il y a beaucoup de gens qui viennent pour vous parler de vos livres ou les relire, mais aussi beaucoup, parce que c'est l'occasion, et je comprends très bien, de rencontrer plein d'auteurs et de leur demander. Et évidemment, moi, je conseille à quiconque a envie d'écrire, d'écrire. Aujourd'hui, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on peut être lu dans la minute, grâce justement au web. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a débloqué, parce que donc j'ai fait mon premier stage dans l'édition. Et j'écrivais un peu petite, je savais que j'aimais ça, mais pour le coup, ça m'a paradoxalement bloqué de travailler dans l'édition, parce que tous les jours où on recevait à l'accueil des manuscrits de gens qui avaient imprimé, écrit pendant des années, imprimé, et honnêtement, on voit tout de suite, dès les 2 premières pages, si c'est oui ou si c'est non, et c'est quand même souvent non. Et à côté de ça, je travaillais sur des textes d'auteurs reconnus. Donc là, c'est pour le coup, on se dit, mais qui suis-je pour écrire? Donc vraiment, ça m'était complètement, ça m'était sorti de la tête et j'y pensais plus du tout. Et puis, dans les gens qu'on peut croiser, les phrases qui marquent, j'étais enceinte de mon second fils et j'allais chez mon obstétricien. Et je croise devant chez la Tèche, justement, une femme qui s'appelle Anne Pidot, avec qui j'avais travaillé quand j'étais en stage là-bas. Je fumais une clope comme ça. Et qui m'a dit, tu l'écris quand ton roman? Et je lui ai dit, mais avec quel roman? Il me dit, faut que t'écrives, toi. Et je lui ai dit, bah non, je sais pas. Et ça a été une espèce de premier déclic. Et en fait, c'était l'époque des blogs. Et j'avais commencé à ouvrir un blog et à écrire un petit truc comme ça qui me passait par la tête. Ça s'appelait Adèle Débrief. Donc j'ai débriefé, mais tout ce qui me passait par la tête. Et je le publiais, mais sans la volonté d'être lu. Mais il y a quand même un premier step qui fait qu'on on publie quelque part. C'est quand même pas rien. C'est pas comme avoir un cahier dans son tiroir. Il y a quand même une forme d'exposition de ce qu'on écrit. Et je le partageais sur aucun réseau ni rien, mais il y a quand même des gens, je ne sais pas comment font les gens pour arriver sur des blogs comme ça, qui commençaient à lire et qui aimaient bien, donc ça m'a un petit peu confortée et même orientée sur la manière d'écrire. Et puis ensuite, j'ai partagé sur Facebook, j'ai vu que les gens réagissaient bien. Donc voilà, ça, plus ma rencontre avec Anne, m'a poussée à me dire, allez, j'écris, on verra bien. Et puis ensuite, faut se confronter, faut envoyer aux éditeurs et puis attends. Non, mais là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les temps longs de l'écriture le sont moins, et donc n'importe qui peut oser. Bien sûr, mais même même sur sur Italie, Instagram, ouais, exactement. en 5 minutes. Instagram, Pinterest, écrire, Substack, enfin tous ces. Exactement. Ça peut être 3 phrases, ça peut être... Alors, je suis un super mauvais exemple, mais j'insiste quand même là-dessus. Il faut pas écrire des textes trop longs, parce que trop, c'est trop. On lit pas. Je sais pour les newsletters et tout, mais moi, j'ai un problème énorme, c'est que j'ai pas de problème d'écriture, donc j'écris énormément. C'est quoi pas trop long pour toi? Malheureusement, le temps d'attention aujourd'hui, il est réduit, très très réduit. Et je pense qu'une newsletter, typiquement, et même tout court, le feuillet, faut pas le dépasser. Donc 1500 signes. Ça fait quoi? Ça fait 5 minutes de temps de lecture? Ben, ça dépend, je lis hyper lent. Moi, je lis très vite. Mais je pense que, enfin, on a souvent envie de beaucoup Ouais, de lire. ouais. Et typiquement, quand on écrit, on envoie son manuscrit. Ensuite, il y a des gens Oui, qui ça se travaille, ouais. C'est quand même, il y a beaucoup d'auteurs qui disent oui, l'éditeur il prend beaucoup d'argent, ce qui est vrai, on ne touche que 10% comme de ce qu'on écrit, mais il y a un travail typiquement sur le texte que ne font plus parfois certains auteurs très reconnus qui veulent plus trop qu'on touche leur texte, et c'est dommage. Parce que typiquement, moi, quand j'envoie mon manuscrit, ensuite je le re-reçois en retour avec du rouge partout. Et en fait, le fait qu'il y ait une tierce personne, enfin une personne extérieure qui lise, très souvent, on me barre des passages où en fait je me disais faut que les gens comprennent quand même que c'est parce qu'elle allait très mal qu'elle est si méchante, mais quand on écrit sur eux-mêmes, on ne sait pas si les gens ils le voient vraiment, et quand une personne barre en disant on avait très bien compris, et ben en fait ça coupe et on se rend compte que c'est plus digeste, et voilà. Ça me conseille, parce que c'est vrai que moi on me le dit beaucoup sur mes écritures, et là où je te rejoins, c'est que j'ai la passion déjà et l'envie de partager d'approfondir, et parfois peu de mots résument très bien aussi une situation. Ouais. Donc merci. Mais c'est le plus dur, hein. Franchement, Ouais. écrire de manière synthétique et faire passer toutes ces idées. Typiquement à l'école, je prenais jamais résumé, hein. Je prenais les commentaires composés. On a beaucoup parlé de ta grand-mère, et c'est vrai que j'aimerais qu'on y revienne.
Non, mais c'est vrai parce que moi, la mienne aussi est extrêmement importante. Elle est partie depuis maintenant assez longtemps. Mais elle me guide, elle m'accompagne. Tu parlais quand tu étais enceinte. Moi, j'ai ce sentiment-là sur ma grand-mère qui me susurre vraiment des bons conseils et parfois qui me dit fais attention. Je crois que tu as à peu près la même relation. Est-ce qu'on peut en parler de cette transmission, même des gens qui ne sont plus là, Oui. de notre famille? Bah, je ne sais pas si c'est une croyance quelconque, mais effectivement, bah déjà j'ai sa bague tout le temps. Et j'aime beaucoup le côté transmission des bijoux, justement. Je trouve que c'est très beau la manière dont. Enfin, en plus, c'est son père qui l'avait dessiné. C'était la bague de fiançailles des femmes mères. Donc voilà, il y a ça. Et c'est vrai qu'en écrivant ce roman, justement, Anne Pidou, qui corrige mes livres chez Lattès, m'avait dit, et pourtant c'est le 7e ou le 8e que j'ai écrit, m'avait dit, c'est étonnant ce roman-là. On dirait vraiment que ta grand-mère est sur ton épaule, au-dessus de ton épaule pendant que tu écris. Et c'est vrai que c'est une sensation que j'avais aussi. Et j'ai vraiment, oui, cette sensation qu'elle m'accompagne. Et c'est même, c'est hyper réconfortant parce que évidemment, j'étais très triste quand elle nous a quittés. J'ai eu la chance de l'avoir très longtemps à mes côtés parce qu'elle est morte à 95 ans et on a beaucoup échangé. Mais depuis, et c'est tant mieux, j'ai pas cette... bien sûr, je suis triste, mais j'ai pas la tristesse abyssale de la perte parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle m'accompagne. Et preuve en est avec ce roman qui m'emporte vers plein d'endroits que j'aurais pas pensé explorer, comme toutes les lettres des femmes qui lui ont écrit et qu'elle a laissées aux archives. Enfin, tout ça sont comme des signes, et les gens que je rencontre grâce à elle et à son histoire me portent. Et je suis assez persuadée de ça. En fait, ce qui est drôle, on dit souvent que quand les gens s'en vont, il faut pas hésiter à les faire revivre via ce qu'ils nous ont appris de mieux. C'est aussi une partie de nous. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'y refusent parce qu'ils ont peur, tu l'as dit, d'être en peine ou d'être déstabilisés. Et en fait, finalement, il y a un prolongement. Moi, j'y crois aussi beaucoup. Et en tout cas, je le vois. Enfin, un jour, je me suis dit, tiens, bah, maintenant, je veux que tu m'accompagnes. Et puis, je lui parle un peu dans ma tête. Ouais. Et je sens, plus je lui parle, et plus je sens qu'elle prend de la place, comme tu dis. Et puis, je n'ai rien à y perdre à croire à ça, puisque c'est un peu comme le doudou, tu vois, ou l'ami imaginaire. Ouais. Moi, c'est ma grand-mère, Manon. Et puis, elle est là. Et puis, voilà, et je me sens plus forte. Ouais, et je me sens plus audacieuse. Et elle était pas du tout comme ta grand-mère, mais elle était aussi assez audacieuse, assez péchue. Enfin. Ah, mais je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de nos grand-mères. On en parlait ensemble. Et à donner la parole aussi à nos aïeux. J'ai beaucoup de gens justement aussi qui viennent me voir sur les salons, et c'est toujours hyper touchant. Souvent, c'est des gens même qui se mettent à pleurer et qui me disent ah, je suis dégoûtée. Enfin, oui, je viens de lire votre roman. Quelle chance vous avez qu'elle ait laissé en tout cas cette masse d'informations sur ce qu'elle a fait, mais aussi sur elle-même, et combien je regrette de ne pas avoir parlé à ma grand-mère. Et vraiment, le plus beau cadeau que j'ai, dans le sens inverse sur ce roman, c'est que j'ai énormément de femmes, c'est souvent entre les 2 générations, qui me disent « je l'ai donné à lire à ma fille, donc on en a parlé, et je l'ai donné à ma mère aussi, qui se souvenait de l'émission ». Et en fait, ça donne lieu à des conversations transgénérationnelles entre les femmes sur des sujets qu'on n'aborde pas par tabou, mais parce qu'on n'y pense pas. Effectivement, moi, je vais pas voir ma mère en lui disant alors, c'était comment le début de ta vie sexuelle. Mais c'est vrai. Bien sûr. Voilà, on n'y pense pas. Ouais, même est-ce que tu vois, nous aujourd'hui, on parle beaucoup des fausses couches, de la ménopause, mais ça, c'est des sujets, j'avoue. Enfin, moi, j'en aborde pas. Ouais. Enfin. Moi, j'ai toujours été assez curieuse, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si nos grands-mères ont eu des fausses couches, des avortements. Exactement. Et tu as raison, c'est très important de manière. Moi, je crois beaucoup. Enfin, je recommande les constellations familiales, et donc à libérer aussi cette parole. Et il faut interroger. C'est marrant parce que ma grand-mère, elle en a fait des constellations. C'est vrai. Ouais, c'est hyper avant-gardiste. Et je trouvais ça hyper chelou. Ah, elle avait fait des émissions. Mais non. Ouais. Extraordinaire. Parce que même encore aujourd'hui, moi, quand je parle constellation, les gens regardent un peu en disant non, c'est un peu trop, voilà. Heureusement, il y a aujourd'hui plein de spécialistes et d'expertes. Et moi, j'en connais une excellente
Elia Hasson qui se reconnaîtra, qui a justement une posture, qui est une femme à la base, une businesswoman, donc et qui aujourd'hui est experte en constellation. Donc cette figure un peu rassurante pour des gens qui n'ont pas forcément, qui sont pas à l'aise dans l'ésotérisme total. Et c'est vrai que c'est extrêmement recommandé de creuser son schéma, sur son schéma familial, sa place dans sa famille, les non-dits et les choses qu'on se transmet de mère en mère, de femme en femme, qui est en fait énorme. Ouais. Et c'est vrai que l'art ou les textes ou les œuvres sont souvent des supports d'ouverture de conversation entre les générations qu'encore une fois on n'aborde pas quand on se voit juste le dimanche et qu'on parle de tout et de rien. Bien sûr. Et pas du passé et encore moins de la vie des générations précédentes. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote peut-être où est-ce que ta grand-mère a choqué? Est-ce qu'il y a eu une, ou j'imagine qu'il y a plusieurs anecdotes, mais une anecdote où vraiment, justement, elle a voulu libérer cette parole et on a essayé de la freiner? Elle a choqué globalement. Elle a choqué avec la première émission qui s'appelait Anomalie, donc en ouvrant l'antenne et en faisant parler ce qu'on appelait les bonnes femmes, qui racontaient leurs histoires de couple. Déjà, voilà, on ne parlait pas de ça. Et justement, je parlais de mon grand-père qui était très amoureux de ma grand-mère, qui était un haut fonctionnaire qui aurait pu devenir ministre, je raconte dans le livre, et qui n'est pas devenu, lui a-t-on dit ouvertement, à cause de ma grand-mère, parce que Prenez trop de place. non, mais aussi parce que c'était pas chic, parce que c'était RTL, c'était on parle aux françaises, on n'était pas dans une époque très inclusive, voilà, c'était pas chic, donc ça c'était le début. Et ensuite, alors là, comme me disait ma mère m'a dit, les ennuis ont vraiment commencé quand elle a fait sa seconde émission, qui était une émission vraiment sexuelle, parce que c'était ensuite les années 70, et si au début les gens étaient plutôt timides et parlaient du couple, de la famille, de sujets assez bateaux, là les femmes et les couples ont vraiment, vraiment tenu à aborder leur vie sexuelle et justement à s'épanouir ensemble. Là, ça a été très, très compliqué à vivre pour ma famille. Et ma grand-mère, je le raconte aussi dans le livre, elle s'est fait gifler dans la rue devant ma tante. Et le pire de ça, et c'est pour ça que j'ai mis des extraits de lettres de femmes et de vraies lettres dans le livre, c'est qu'en allant aux archives, j'ai ouvert, elle avait un dossier qui s'appelait Venin, où ses secrétaires mettaient toutes les lettres d'insultes qu'elle recevait, qu'elle n'était pas censée lire. Et dans ces lettres, une très très grosse partie des lettres sont des femmes. Et en fait, c'était les femmes, enfin, en tout cas de celles qu'elle a reçues, je ne dis pas que c'était les femmes en général, mais qui étaient voilà, qui disaient on ne parle pas de ces choses-là, c'est des choses qui doivent rester entre femmes, c'est des choses qui doivent rester privées, pour qui vous prenez-vous, madame, voilà. Donc oui, elle a dû être confrontée à ça, elle a dû être confrontée, évidemment, et ça arrive dans la carrière, carrière c'est vaste, mais dans la vie professionnelle de femmes qui sont accaparées, qui consacrent beaucoup de leur temps à leur vie professionnelle, forcément à devoir mettre en mineur certains aspects de sa vie. Donc on dit souvent les cordonniers, mais c'est vrai que ma mère et ma tante me disent souvent que les auditrices, elles avaient bien de la chance de pouvoir lui parler parce que forcément, elle avait moins de temps pour elle. Et son couple en a énormément pâti aussi. Et puis elle aussi, du point de vue personnel, de recevoir tous les jours toute cette misère, elle est réentrée en analyse parce qu'elle avait été analysée avant l'émission et ça a été très très compliqué. C'est très important de le dire. Parce que tu vois, et même là, moi, ça met un peu des frissons parce qu'en fait, on se rend pas compte de l'énergie quand on est une personne publique, quel que soit notre niveau. Et quand on veut un peu aider et libérer la parole, en fait, tu as raison, on capte beaucoup de choses, Et les gens, on pense qu'on est capable de réparer plein de choses. Puis quand on rentre chez nous, c'est vrai qu'on a notre poids familial. Ouais. Et c'est vrai pour des psychologues, c'est vrai pour plein d'experts. Et moi, dans quelques missions que je fais autour de moi, je le ressens, en fait. Et c'est important de moins juger aussi, parce que quand on libère la parole, donc c'est très... Merci de nous l'avoir rappelé. C'est vrai qu'on voit toujours que le côté connu, succès, et on oublie derrière chaque succès, il y a des sacrifices énormes, toujours, et que peu de gens se rendent réellement compte. Et je trouve que nous, les femmes, encore davantage que les hommes, on
se force, en tout cas, quand on rentre à la maison, à tout laisser sur le palier et à pas forcément raconter, ou en tout cas à bien compartimenter le professionnel et tout ce qu'il y a pu avoir de rebond dans la journée pour ensuite vraiment attaquer cette seconde vie le soir. Et ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai écrit ce roman et que j'ai fait lire à ma mère et à mes tantes, parce que je voulais vraiment avoir leur aval avant de le publier, c'est que ma mère m'a dit j'ai appris dans ton livre quelle était la vie de maman et ce qu'elle subissait. Elle m'a dit, parce que nous, avec papa, on voyait que le côté paillettes, Michel Drucker, Festival de Cannes, ses robes, ses soirées. Et en fait, elle n'avait pas du tout appréhendé le fait que ces gens et ces femmes l'appelaient toute la journée. C'est des trucs très très durs quand même quand on lit les Ça s'appelle Venant, on imagine, oui. Il y a ça, et il y a aussi les gens qui racontent toute l'horreur de leur vie, leurs enfants suicidés, les maladies. Enfin, c'est vraiment, on appelle rarement pour dire à quel point on va bien. Donc voilà, recevoir ça tous les jours pendant 15 ans, c'est pas du tout anodin. Et manifestement, elle a réussi à compartimenter ça. Donc je pense, et c'était aussi la volonté en écrivant ce livre, c'était pas que de raconter l'histoire de ma grand-mère, c'est que les lecteurs et lectrices, quand ils les referment, pareil, se disent... on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et c'est un peu une thérapie, c'est une thérapie, tu l'as dit, c'est une magnifique histoire transgénérationnelle, retranscrite d'une main de maître par toi, avec beaucoup de justesse, et qui est encore extrêmement contemporain. Complètement. Aujourd'hui, quelle est ta vision? Tu parlais du ensemble. Moi, l'ensemble, il compte beaucoup pour moi parce que, évidemment, on a beaucoup de chance en France. On a eu des femmes incroyables, et tu fais bien de me rappeler nos grands-mères qui ont été les premières. Le compte bancaire en France a été ouvert pour les femmes depuis 60 ans. Donc, c'est dire. Plein de femmes ont fait des choses formidables. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que moi, je suis mère, je suis mariée, je suis très amoureuse de mon mari et j'aime le ensemble. J'aime des combats au féminin, mais j'aime le fait... Et on sent qu'aujourd'hui, il y a peut-être encore quand même d'un côté, de l'autre et des avancées. Qu'est-ce que toi, tu ressens par rapport à ça? Sur l'ensemble, oui. Je trouve, et c'était aussi la volonté dans ce livre, de ne pas trahir ma grand-mère qui adorait les hommes et qui a été poussée par des hommes, comme moi je l'ai été aussi beaucoup dans ma vie professionnelle, qui a été portée par eux, qui avait des frères, qui a eu un mari qui... s'est mis un peu en retrait justement pour qu'elle puisse faire carrière et qui s'inquiétait beaucoup. Et je trouve que peut-être on a cet écueil en ce moment du fait qu'on puisse ne plus être les uns avec les autres, mais trop souvent pour guerroyer, d'être chacun d'un côté et pas ensemble. Je pense vraiment que c'est ce vers quoi il faut qu'on aille. Et moi, je suis totalement pour. Je remarque que beaucoup plus d'hommes aujourd'hui, justement, sont dans cette démarche, même s'il y a quand même toute une petite frange qui repart bien en arrière, comme souvent. Mais voilà, je pense qu'on a tout intérêt à accueillir ceux qui sont dans cette démarche pour qu'on soit fort ensemble. En plus, j'ai des fils. Voilà, je suis plus dans l'éducation des hommes et dans le fait d'aller tous dans la même direction. En ce sens-là que d'être que entre femmes. On en parlait l'autre jour, je sais qu'il y a un mouvement en ce moment de femmes qui ne veulent lire que des femmes. Bon, après, il y a beaucoup de romancières, donc c'est moins compliqué, mais typiquement, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Complètement d'accord avec toi, dichotomie. Donc tu as beaucoup d'hommes lecteurs. Ouais. J'en ai certains. Ouais, et puis tu le disais très justement, les hommes sont toujours très curieux de savoir ce qu'on raconte. Nous aussi, on est toujours très curieuses, donc finalement... ce qui est vrai, c'est que ta grand-mère avait ouvert un vrai espace de parole et de débat. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'écouter les sons de cloche des uns et des autres. Et puis chacun a le droit aussi de se dire qu'est-ce qui lui parle et qu'est-ce qui ne lui parle pas, mais sans jugement. Oui. Et je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les thérapies, dans les constellations familiales et dans tout ce que tu veux, la parole sera toujours bénéfique par rapport au silence. Oui. Donc merci Adèle, en tout cas, d'ouvrir cette belle parole aujourd'hui avec nous et dans tous tes romans. J'ai été ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est moi. Merci. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.